Dialogue expert. Pour maintenir un éléphanteau en place et l'empêcher de s'enfuir, il faudra une chaîne bien résistante et bien accrochée. L'animal n'aura de cesse de trouver un moyen de se libérer, tirant dans tous les sens, s'agitant sans répit, jour après jour, jusqu'au moment où le bon sens lui dictera la seule chose à faire, abandonner. Plus tard, quand l'éléphant aura grandi, qu'il sera devenu fort et plus intelligent, il suffira pourtant d'un piquet de camping et d'une petite chaîne à sa patte pour s'assurer de sa docilité. Il a depuis longtemps renoncé à tenter de se libérer. Son amère expérience l'ayant convaincu qu'il ne sert à rien de résister, il n'a jamais plus pris la peine de vérifier si quelque chose avait changé. La force qui le tient alors n'est pas d'ordre physique, mais juste une idée, discrète et solide. Les adultes, formés par des années d'expérience, sont le plus souvent ignorants de leur ignorance, perpétuant des comportements et des croyances parfois en dépit de tout bon sens. Ainsi, rien ne semble plus difficile à changer qu'un système de croyances profondément inscrit dans notre cerveau, et il n'est pas plus sûre prison, parfois, que celle de notre esprit. Les hyènes agissent en hyènes, car on n'a jamais rien vu d'autre en elles que des hyènes. Les esclaves agissent en esclaves, les pauvres en pauvres, les maîtres en maîtres et les prisonniers en prisonniers. Mais enfants, époux, employés, clients, emprunteurs, citoyens, maîtres ou esclaves, il y a toujours quelqu'un que ça arrange que vous ne sachiez pas combien la chaîne est fragile. Il est judicieux, voire courageux, de vérifier dans nos moments de désespoir que nous ne souffrons pas simplement de la faiblesse de l'éléphant. La clé qui pourra alors nous libérer n'est pas un objet, mais une idée, un sentiment, un regard intérieur ou un acte de respect et de confiance à notre encontre. Chacun de nous est porteur d'un projet, d'une aventure personnelle, d'un souhait ou d'un rêve. Que cherches-tu ici, demandaient les grands sages. C'est la question que posent ces dialogues experts qui nous emmènent, à chaque épisode, à la rencontre de personnes porteuses d'un savoir, d'une aventure personnelle ou d'une vision du monde différente. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Bruno, un chef en prison. Bruno, on se rencontre pour la première fois. On est dans une jolie petite maison quelque part à Bangkok. Tu es familier avec l'Asie, avec Bangkok? C'est la première fois que tu viens? Absolument pas. C'est la première fois que je viens, tout à fait. C'était un rêve que j'avais depuis un petit moment déjà. Et cette année, on a réussi à le concrétiser. D'accord. Tu vis à Toulouse? Toulouse, tout à fait. Sud-ouest de la France. Tu es né à Toulouse? Je suis né à Toulouse et je vis à Toulouse. Un vrai Toulousain. D'accord. Et tu aimes ta ville? Oui, complètement. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais à Toulouse? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi, quand tu étais enfant, tes rêves de vie? Qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, des rêves, je crois que j'ai fait les rêves de tout petit gamin, en passant par militaire, des rêves un peu absurdes, finalement. Moi, j'avais quand même une passion qui m'a été transmise par ma famille, mes grands-parents et ma mère, la cuisine. Donc déjà, tout petit, je m'intéressais à la cuisine. Je faisais ma petite popote. Et donc après, j'ai un parcours classique. J'ai enseignement secondaire, le lycée, un bac, économique et social, bac B pour les anciens qui reconnaîtront ce baccalauréat. Après, j'ai végété un petit peu à la fac d'histoire. Et là, mon père m'a dit, soit tu bosses, soit tu bûches. Donc, j'ai trouvé un petit job de livreur de pizza. J'ai démarré comme ça, et 3 mois après ou 4, j'étais manager de la pizzeria. De fil en aiguille, j'ai bossé chez Domino's Pizza, des enseignes américaines. Ensuite, je me suis monté à mon compte dans la pizza. Et puis, petit à petit, j'ai bifurqué. Je suis allé sur la vraie cuisine qu'on appelle traditionnelle. Et pour finir, chef de cuisine dans divers restaurants.
Surtout que Toulouse, c'est réputé pour ses tables, non? Oui, complètement. Alors, Toulouse. Le magret, c'est ça? Magret, ça en fait partie. La saucisse de Toulouse. Oui, la saucisse, évidemment. Le cassoulet. Bon, comme partout en France, en fait. Hein. Mais c'est vrai que Toulouse, c'est grosse spécialité sur le canard. Bon, la raison pour laquelle on se retrouve à discuter, toi et moi, c'est qu'on a une connaissance commune et qu'on a chacun une relation particulière avec un milieu qui est inhabituel pour la plupart des gens qui vont nous écouter, c'est celui de la prison. Moi, je visite des prisonniers ici à Bangkok, français, qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Ils sont détenus ici. Et toi, tu travailles dans une prison à Toulouse. À Toulouse, alors en région toulousaine, pardon. Ouais. C'est une prison, c'est à une 15aine de kilomètres au sud de Toulouse. C'est dans la petite ville de Seyss. Voilà, c'est une prison qui a un peu plus de 20 ans maintenant, et où il y a 1100 détenus. Comme je te disais tout à l'heure, il y a une capacité de 480 détenus à l'ouverture de la prison. Actuellement, il y a 1100 détenus, donc comme dans toutes les prisons françaises, une surpopulation assez importante. Et en fait, moi, je suis venu là parce que je travaille dans la restauration avec tout ce que ça sous-entend au niveau des contraintes des horaires. Alors, tant qu'on est jeune, entre guillemets, j'ai 50 ans, donc je me considère pas comme un vieux, mais je voulais lever un petit peu le pied. Donc, j'ai répondu à une annonce, comme ils cherchaient des chefs de cuisine pour encadrer des détenus pour une cuisine centrale, donc en prison, pour fabriquer la nourriture qu'ils mangent au quotidien. Alors, bien sûr, ne venant pas de ce milieu, j'ai jamais connu de près ou de loin la prison. J'étais un peu réticent, comme beaucoup de personnes. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait donner peut-être un petit peu de sens à ta vie. Puis, en plus, c'était des horaires plus classiques, on dira, pour de la restauration. Pas travailler le week-end, pas travailler le soir, etc. Et j'ai postulé, j'ai été pris, et je ne le regrette pas. Ah, mais alors tu le regrettes pas, c'est un peu comme si c'était quelque chose dans lequel tu te réalisais. Alors tu vois, je te demande d'abord un peu comme ça, après on y reviendra, mais pourquoi tu as l'air enthousiaste et tu le regrettes pas? Pourquoi tu me dis ça? Alors déjà, la cuisine, c'est quelque chose de généreux, c'est le partage, donc c'est faire plaisir à des gens. Mais là, en plus, il y a une autre dimension, c'est-à-dire que j'apprends déjà à cuisiner, je les sors de leur quotidien carcéral. Pour eux, c'est une fenêtre de liberté. Ils se sentent utiles, ils travaillent, ils ont un salaire, aussi petit soit-il, mais ils ont un salaire. Je vois des sourires, je vois des gens qui sont contents de me voir. Qu'est-ce qu'ils ont comme vision au quotidien? C'est leur co-détenu et le surveillant quand il ouvre la porte ou qu'il ferme la porte, c'est tout. Là, ils voient des gens qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie du personnel pénitentiaire. C'est une boîte externe. Donc ils ont d'autres rapports, ils peuvent discuter différemment avec nous. C'est un peu comme s'ils se retrouvaient à l'extérieur à travailler dans un restaurant. Bon, dans une autre dimension, parce qu'on fait quand même 3400 couverts par jour, donc c'est pas un petit restaurant. Donc l'idée, c'est que tu cuisines pour tous ces détenus, mais qu'en plus, pour certains, tu les prends et tu les formes. Exactement. Donc tu as aussi cette fonction de formateur qui est supposée... Je suppose c'est ça qui te satisfait. C'est ça qui me satisfait. En plus du fait que ils se sentent utiles, et il y en a beaucoup qui j'ai l'impression qu'ils sont à longueur de journée, ils sont enfermés. Alors ils se lèvent parce qu'il faut se lever, ils se lavent parce qu'il faut se laver. Un exemple tout con. Moi j'en avais un au début. Le gars il était pas d'hygiène corporelle. Et puis petit à petit, j'ai senti qu'il avait reconnecté avec une certaine, avec la société finalement, même s'il était enfermé. Hein. Le mec, il a recommencé à se laver, il était présentable, son comportement a changé, il est passé de quelqu'un de très introverti à quelqu'un de tout à fait sociable. Je sens l'évolution, et pour moi ça donne un sens à ma vie, et je suis content quand les détenus vont être libérés, ou sont libérables, ou vont changer de prison, et qu'ils viennent me voir, chef, ils me disent j'ai passé un excellent moment avec vous, je suis content, et ça fait énormément plaisir. Alors, je vais revenir sur ton expérience, ta relation, et aussi comment tu perçois ce groupe social, en fait, cette population-là. Mais je voudrais parler de cuisine, parce qu'est-ce qu'on mange dans les centres de détention? Est-ce qu'on mange bien? Alors, est-ce que c'est facile de faire à manger pour... Alors c'est pas toujours simple, surtout qu'en plus, comme partout, on manque de moyens matériels. On a souvent du matériel en panne, on a une cuisine qui est vétuste. Pour faire intervenir des réparateurs pour une sauteuse ou un four, quelque instrument qui soit pour cuisiner,
c'est toujours très très long parce qu'il y a des barrages administratifs dans le service pénitentiaire à faire passer. Pour faire rentrer un réparateur, le gars doit montrer patte blanche, ne doit pas avoir de casier judiciaire, la carterie de son véhicule doit être enregistrée dans la prison. Enfin, c'est la croix et la bannière. Donc c'est vraiment, j'ai une panne aujourd'hui, il faut attendre 3 mois pour que ça soit réparé. Donc c'est du bricolage, sans arrêt c'est du bricolage. Par contre, pour pouvoir revenir à la qualité de la cuisine, oui, on mange très bien. Nous avons des très bons produits. Et puis, il y a des diététiciens qui calculent les besoins caloriques. Alors, il y a 2 sortes de nourriture. On mange soit standard, qu'on appelle, c'est-à-dire à base de viande, porc, pas porc, bœuf, poisson, etc., ou végétarien. Alors, dans la population carcérale, il y a beaucoup de gens qui mangent halal. Oui, justement, j'allais demander. Mais la prison, c'est la République. C'est un endroit laïque. Donc, végétarien, c'est pas une religion. Donc soit ils mangent végétarien, soit ils mangent comme tout le monde, de la viande, etc. Donc on a à peu près une proportion de 70% de gens qui sont végétariens et 30% qui mangent de la viande. C'est pas vrai. Ouais, c'est énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors c'est une information. À défaut de pouvoir manger halal ou kasher pour certains. Tu veux dire, attends, Bruno, tu me dis qu'ils préfèrent manger végétarien parce que la viande est pas halal ou cachère. Exactement. Plutôt que, mais c'est pas des végétariens, ils le deviennent par la force des choses. Ah, exactement, par la force des choses. D'accord, ok. Mais enfin bon, finalement, c'est pas mal. Avec tous les retours de nourriture que ça sous-entend, parce que ce qui est proposé, un steak de soja, ça fait pas très envie. Alors peut-être qu'ici en Thaïlande, oui, parce que c'est très bien cuisiné, mais chez nous, ça reste basique mais par défaut, ils consomment de la nourriture végétarienne. La cuisine. J'ai envie de parler de cuisine. Comment toi et ton équipe, je suppose, est-ce que tu es donc chef de cuisine, c'est-à-dire que tu es tout en haut de l'échelle hiérarchique, c'est toi qui dois choisir les menus, superviser les commandes, gérer toutes ces choses-là, ou dis-moi un peu comment c'est organisé. Les menus, ça c'est pas moi qui les gère, c'est même pas mon supérieur, ça se joue bien plus haut en fait. Ce sont des commissions qui se réunissent trimestriellement et ouais. D'ailleurs ils sont un peu à côté de la plaque parce que ça se voit que c'est pas eux qui sont sur le terrain à cuisiner. Ils sont un peu déconnectés de la réalité. Entre la théorie et la pratique en cuisine, il y a un gouffre. Et mais moi je suis chef de cuisine, j'ai un chef de production, c'est-à-dire c'est mon supérieur. Et nous on a une équipe de 5 chefs de cuisine. Donc on est à peu près 4, on a 6 détenus encadrés chacun. Donc il y a à peu près 24 détenus qui travaillent en cuisine, nous sommes 4 chefs de cuisine. Alors c'est mixte, il y a des femmes et des hommes. Ce qui est un détail important parce qu'il faut savoir quand même la population carcérale c'est majoritairement des hommes. Oui. Et alors moi je n'élabore pas les menus. Chaque semaine on reçoit des menus avec la marchandise en conséquence et nous on la cuisine. Alors est-ce qu'il y a bon, ma question est un peu con, mais est-ce qu'il y a des menus, des plats, des choses qui reviennent plus souvent que d'autres, que tu refais régulièrement? Oui, alors on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes plats qui reviennent. Alors il y a un roulement, donc un plat peut revenir, il sera présent 2-3 fois par mois. Par exemple, des lasagnes, ils les auront 2-3 fois par mois. D'accord. Mais finalement, ça sera végétarienne, les lasagnes. Lasagne végétarienne, tout à fait. Bien, pas mal. Voilà, pas mal. Alors des fois, c'est des plats improbables, une moussaka végétarienne avec à base de pois chiches, bon, des aubergines bien sûr. Mais bon, tu sais qu'il faut absolument. La nourriture végétarienne, c'est compliqué parce qu'il faut mélanger tous les acides aminés essentiels pour avoir une nourriture, pour pas tomber dans la malnutrition. Donc, on le voit bien, par exemple, on le voit dans les pays du Maghreb, ils mélangent les pois chiches avec la semoule, tout ça pour avoir un combiné d'acides aminés, finalement, complet pour que le corps puisse fonctionner normalement. Dans des pays comme le Mexique, ça sera les haricots rouges avec le riz. Donc,
c'est pas si simple que ça d'avoir une nourriture équilibrée végétarienne. Donc c'est pour ça que souvent les menus sont un peu improbables, qu'ils vont mélanger des choses qu'on pourrait... Mais c'est pour justement que les personnes aient un régime équilibré, entre guillemets, c'est la condition sine qua non. Non, mais ça ouvre sur tellement de thématiques. Mais là, tu sais ce que je suis en train de penser, Bruno, c'est que je me dis, bon, je t'ai mentionné tout à l'heure que moi, je fréquentais les prisons en Thaïlande où c'est même pas la peine d'imaginer un instant que on a le moindre égard sur les préférences des uns et des autres, végétariens. Voilà, c'est une cuisine extrêmement basique. Enfin bon, on y reviendra parce que j'ai l'impression quand même, à travers ce que toi tu me racontes, qu'il y a quand même un grand respect de la population carcérale, au-delà de ce qu'ils ont fait dans les prisons en France, qui est pas le cas en tout cas dans mon expérience ici, tu vois. Comment on fait? Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours intrigué, c'est comment on cuisine bien pour plus de 1000 personnes. Alors, je pense que tu partages ce problème avec des grands hôtels, avec des bateaux de croisière, avec comment on fait pour cuisiner bien pour autant de personnes. Alors, la bonne cantine aussi. La bonne cuisine, ça demande du temps. Ouais. Alors, on est souvent pressé par le temps, on a des impératifs de production, donc se voit la qualité en pâtit. Mais cuisiner dans une poêle pour 4 personnes, ou cuisiner dans une sauteuse qu'on appelle, qui fait 150 litres pour 1000 personnes, au final, c'est la même chose. Il faut du temps, c'est tout simple, vous faites un plat à base la base c'est des oignons, par exemple, il y a des oignons, si vous les faites grossir, vous ne pourrez pas déglacer après, ça sera pas très bon. Donc c'est pareil à la maison, si vous faites des oignons bouillis, ça sera pas bon. Donc c'est toujours pareil, c'est le temps, s'appliquer, mais c'est possible de faire de la bonne nourriture en quantité industrielle. Tu me parles de lasagne. Oui. Tu l'as fait avec de la béchamel? Avec de la béchamel. Comment tu fais une béchamel pour 1000 personnes? T'as une espèce d'énorme chaudron. Comment tu fais une béchamel? C'est ça, on appelle ça une sauteuse. Ça fait 140 litres et voilà, on va mettre 5 kilos de beurre, on va mettre 5 kilos de farine, on va mettre... Mais qui touille? Ah ben là, ça justement, c'est le boulot des détenus, entre autres. Certains qui veulent améliorer leurs conditions physiques. Ouais. Et oui, on a des fouets, mais qu'il faut mettre de longueur. Ben c'est comme la dinette à la maison, mais en bien plus gros. Bruno, en détail, combien de quantité de beurre, de farine et de lait tu utilises pour cuisiner pour la totalité de tes détenus quand tu fais une lasagne? Eh bien, béchamel, par exemple, on va tourner sur 80 litres de béchamel. 80 litres de béchamel. La pâte à lasagne, qu'on connaît tous, à base de blé dur, il y aura une 50aine de kilos. Tu l'achètes déjà pré-cuite comme nous on l'achète en magasin? Elle est sèche, comme on peut l'acheter chez, je citerai pas de marque, comme on retrouve dans n'importe quel supermarché. Alors comme ce sont des lasagnes végétariennes par exemple, là il y aura du soja, donc il y aura des flocons de soja. Ouais. C'est une base de soja très très protéinée. Le soja est l'un des seuls aliments où tous les acides aminés essentiels sont présents. D'accord. Comme le quinoa. Combien de kilos de beurre tu vas prendre pour commencer une béchamel? Il va falloir compter 10 kilos de beurre, à peu près 10 kilos de beurre. Pour commencer. Alors c'est vrai que moi qui viens de la restauration traditionnelle, ça m'a surpris au départ. De voir de telles quantités, ça m'a fait peur, ça m'a un peu grisé. Mais après, il y a une fiche technique à suivre et finalement c'est pareil, mais en géant. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai que c'est souvent la question qu'on me pose. Mais voilà, parce que je t'ai pris cet exemple-là parce que la béchamel, c'est un exemple parlant. Hein. C'est un tour de main, quoi. C'est pas un truc qui s'improvise comme ça, quoi. C'est une science qu'il faut, tu vois, pour la réussir. Il y a une cuisson, oui, tout à fait. Tu mets de la noix de muscade dedans? Oui, tout à fait. Là, c'est pareil. Alors là, le dosage, je préfère sous-doser que surdoser parce que c'est comme c'est très puissant. Ouais. Après, bon, on goûte. D'accord. Mais comme tout bon cuistot, il faut goûter. Donc 10 kilos de beurre, de la farine. De la farine classique. Voilà, et du lait. Du lait et de la noix de muscade. Du sel et du poivre. Du sel et du poivre, bien sûr. L'assaisonnement, très important. Tout ça en cuisine, le plus important, c'est l'assaisonnement, la cuisson et le produit. Alors là, si vous avez ces 3 éléments-là, normalement, vous avez quelque chose de qualité. Bruno, est-ce que tu es chef, donc je sais à peu près ce que tu vas me répondre, mais tu es soucieux des opinions des gens qui vont manger ta cuisine chez des prisonniers, c'est pas dans un restaurant, il n'y a pas d'enjeux commerciaux, des critiques comme ça. Tu es soucieux de ce que tes je sais pas, on les appelle tes prisonniers ou les... Oui, complètement. Alors moi
Ce sont des humains avant tout. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis pas là pour les juger. Ils ont déjà été jugés, ils sont en train d'exécuter leur peine. Pour moi, je suis cuisinier, donc mon métier c'est d'être généreux, d'apporter du plaisir. Et je fais aucune différence entre apporter du plaisir à un client de restaurant qui vient s'asseoir à une table ou à un détenu qui est en train de purger sa peine. Pour moi, je les mets sur les mêmes... Il n'y a pas de différence. Alors, avec les moyens que j'ai, avec le matériel que j'ai, j'essaie de faire la meilleure qualité possible. C'est pas toujours faisable. Mais, en tout cas, j'y mets de l'engouement, j'essaie, et mes collègues, c'est pareil. Quand tu formes des détenus... Qu'on appelle des auxiliaires, on les appelle les auxiliaires. Des auxiliaires. On ne prononce pas le mot détenu, on les appelle les auxiliaires. L'abréviation c'est auxi, sinon c'est les auxiliaires. Tu connais leur délit, les raisons pour lesquelles ils sont là? Leur pédigré, alors je suis pas censé le connaître. Parfois certains surveillants nous en parlent. Sinon après, comme dans tout milieu clos, la prison est un milieu très clos, il y a des rumeurs, il y a des bruits qui courent. Donc je suis à peu près au courant de ce qu'ils ont fait. Moi je ne cherche pas à savoir. Si le détenu m'en parle, je vais l'écouter, sans épiloguer, sans essayer de creuser, parce que je suis avant tout là pour cuisiner. Je suis pas psy, je suis pas avocat, je suis pas juge, je suis cuisinier. Donc je l'écoute, puis on passe à autre chose, on revient à la cuisine. Mais Bruno, par rapport à ton échelle de valeur, ta morale personnelle et tout ça, il n'y a pas des fois où tu es bousculé là-dedans par rapport à certains délits? Si, complètement. Alors bien sûr, dès qu'on arrive sur des délits de type pédophilie, des viols, tout ce qui touche aux mœurs, c'est vrai que c'est délicat. Alors même si ça me perturbe quelques instants, j'essaie de faire la part des choses, j'essaie de garder mon professionnalisme et de ne pas essayer de faire trop de différences. Alors peut-être inconsciemment je fais des différences, mais consciemment j'ai pas l'impression d'en faire. De là où tu es, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la manière dont l'État français organise son administration pénitentiaire? Est-ce que j'ai l'impression, par rapport à là où les témoignages que moi j'ai dans des pays très très lointains, et je suppose que la plupart des pays, c'est plutôt mon expérience que ton expérience à toi, tu les entends, ceux qui nous écoutent, qui doivent se dire, eh ben, dis donc, ils sont bien traités en prison et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Oui, alors, c'est vrai que la France prend quand même soin de ses prisonniers. Moi, la première phrase que j'ai entendue quand je suis arrivé dans les Lules, le premier jour où j'ai travaillé, j'ai rencontré le surveillant de cuisine, donc c'est-à-dire le surveillant pénitentiaire, qui s'occupe spécialement de la cuisine, qui est là pour nous protéger, qui est là pour encadrer aussi les détenus quand il y a des problèmes. La première chose qu'il m'a dit, ce sont des humains avant tout. Alors c'est une phrase qui m'a marqué, qui veut finalement, on n'a pas l'impression qu'elle ait beaucoup de puissance, cette phrase-là, mais en fait ça résume tout. C'est-à-dire que ils sont humains avant tout, ils ont fait une bêtise, ils sont en train de la payer. Alors bien sûr, il y aura toujours des détracteurs qui diront oui, ils ont fauté, alors pourquoi les traiter aussi bien? Ils méritent un châtiment plus important, de pas être... mais de manière générale, je trouve que la France traite bien ses prisonniers, mais moi je pense que ça fait partie de la réinsertion. Oui. Ils ont fait des bêtises, ils ont eu un comportement anormal entre guillemets. Pourquoi ne pas leur montrer la bonne voie avec du respect? Je pense, voilà, du respect, leur montrer la voie tout simplement, en espérant qu'il y ait un mimétisme pour qu'à leur sortie, éventuellement, ils voient que le monde n'est pas fait que de violence et d'injustice et de... Donc moi je pense que c'est le meilleur des chemins, plutôt que la voie rigide que toi tu peux rencontrer, une voie bien plus rigide que tu peux rencontrer au quotidien quand tu visites. Je pense que c'est beaucoup plus soft entre guillemets chez nous, mais je pense que c'est la meilleure des façons pour avancer, pour faire avancer la chose. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as beaucoup de jeunes parmi les personnes que tu fréquentes? Alors entre 18 et 70 ans. Voilà. Beaucoup de jeunes. Énormément d'affaires. Je dirais que 70% des affaires, c'est par rapport aux stupéfiants. Parce que eux, tu peux vraiment créer... Enfin, je dis peut-être une bêtise, dis-moi, mais tu peux créer des vocations chez ces gens-là, non?
leur proposer vraiment... Je peux essayer en tout cas. Alors après, je suis pas persuadé que malheureusement un emploi de cuisinier au SMIC, donc c'est-à-dire 1400 € net par mois, les fasse vraiment rêver. Mais alors certains qui sont dans les stupéfiants, pour eux c'est un business et ils aspirent à une chose, c'est y retourner en sortant, en se disant cette fois-là je me ferai pas attraper, je me ferai pas pincer. Mais par contre, il y a aussi des erreurs de parcours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, je peux avoir des détenus, la personne s'est fait attraper 3 fois alcoolisée au volant, avec un défaut d'assurance par exemple, et elle purge une peine de prison pour ça. On se retrouve en prison avec ça. Voilà, on peut se retrouver en prison. Donc elle est mélangée avec quelqu'un qui a violé éventuellement, mélangée avec quelqu'un qui a vendu des stupéfiants. On voit très bien que c'est une erreur de parcours, que la personne qui s'est fait attraper au volant alcoolisée, elle le refera plus, ou elle se fera soigner en sortant, ou alors elle conduira plus, elle boira chez elle, mais elle prendra plus le volant. On voit très bien que ces gens-là, eux éventuellement, ils sont plus enclins à être sensibles à ce que je peux leur apporter par rapport à la cuisine et éventuellement une reconversion plus tard dans la cuisine. Qu'est-ce que pensent tes amis, tes proches, ton entourage quand tu leur parles de ton métier ? Surpris au départ, surpris. Après, je sens qu'il y a une certaine, je dis ça en toute modestie, une certaine admiration. Certaines se disent, moi, je ne me verrais pas travailler dans une prison. C'est que, comme je disais, moi, j'étais hors de ce milieu. Le bruit des clés, les barbelés. Pour accéder à ma cuisine, je passe 8 portes. Je passe 8 portes sécurisées avec caméra où je dois montrer patte blanche. C'est surprenant tout ça. Moi, on s'y habitue vite, mais c'est surprenant. Le bruit des clés, une odeur, c'est particulier. Puis finalement, c'est pas si terrible que ça. C'est une mini-ville en fait. Il y a tout. Il y a le service des boueurs, il y a une cuisine, donc je fais partie. Une blanchisserie. Bon, voilà, le seul fait, c'est que ce sont des gens qui sont pas libres, qui ne sortent pas le soir, ils ne rentrent pas le soir du travail, ils restent en prison toute la journée. Et le reste du personnel pénitentiaire, tu as des relations avec eux ? Est-ce que ça se passe bien ? Alors, de manière générale, oui. Alors déjà, comme je te disais, qu'ils vont bien ? On a un surveillant. Ils vont pas très bien. Ils sont sous-effectifs. Là, par exemple, je crois que sur 16, ils sont une 50aine, ils devraient être à 80 personnes pour que le fonctionnement soit normal, entre guillemets. Bon, c'est un milieu qui est en crise, mais comme tous les milieux, comme la police, l'hôpital, tous les services publics en France sont en crise, et eux ne sont pas épargnés. Ce sont des gens qui ont du mérite quand même, parce que c'est un métier dur. Ils travaillent souvent la nuit, parce que un détenu doit être gardé nuit et jour, donc ils ont souvent des astreintes compliquées, la nuit, les week-ends. On entretient de bons rapports avec eux. On a un surveillant attitré, cuisine, qu'on fréquente tous les jours, qui fait que c'est presque un collègue finalement. La personne avec qui je travaille, c'est presque un collègue. Il est là pour nous protéger, c'est le gardien des couteaux, parce que bien sûr, pas de cuisine sans couteau. Et on met des couteaux. C'est des objets dangereux. Des objets tranchants, des objets dangereux. Donc on met entre les mains des détenus. Donc le matin, on va chercher des couteaux qui sont numérotés. Le détenu a un couteau attitré. Mais jamais aucun problème. Bon, jamais eu aucun problème. Ni entendu d'incidents qui se seraient produits. Non, alors des fois ce sont des petites disputes, ils règlent leur compte au vestiaire en se changeant, des trucs qu'ils n'ont pas pu régler en cours de promenade ou dans les coursives de la prison. Mais de manière générale, de toute façon, ils ont une épée de Damoclès, c'est-à-dire que, comme je te disais, il y a 1100 détenus, il y a 20 postes pour travailler en cuisine. La liste d'attente pour travailler, elle est immense. Ils savent que s'ils font la moindre bêtise, en cuisine, ou dans les vestiaires de la cuisine, ou quoi que ce soit vol, que ce soit des violences, que ce soit des injures envers nous, ils remontent en prison, ils remontent en cellule. Fini le travail, fini les 200 € de rémunération, donc ce qui veut dire le tabac, on n'y pense même plus, les petits à côté, les confiseries, tout ça, c'est terminé. La cabine téléphonique, pour pouvoir mettre des pièces dedans, c'est terminé aussi. Donc ils se tiennent à carreau, entre guillemets. Bon, le mot n'est pas très joli, se tenir à carreau, mais ils se tiennent à carreau. Et justement, je voulais en venir au fait que moi, j'ai eu managé des gens à l'extérieur, dans le civil, entre guillemets, dans les restaurants classiques, restaurants traditionnels, restauration rapide. Et en tant que manager, c'est plus facile de les encadrer en prison qu'à l'extérieur. Moi, j'ai eu plus de problèmes avec des commis de cuisine à l'extérieur. Le mec avait fait la fête toute la nuit, qui était fatigué, qui voulait pas avancer, qui était de mauvaise humeur. Alors, en cuisine, la bonne humeur, c'est essentiel, c'est un travail d'équipe.
Là, c'est des gens qui sont motivés, qui ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, du coup, qui se tiennent vraiment bien, qui sont très très respectueux, très volontaires au travail, et qui travaillent vraiment très bien. Mais alors, qu'est-ce que ça dit de la société quand alors évidemment, on n'est pas dans les prisons américaines avec des gens qui sortent du Bronx et des trucs extrêmement dangereux, encore que ça doit exister en France. Bien sûr. Des établissements où on a ce genre de criminels là. Mais qu'est-ce que ça dit sur notre société? Toi, avant de te retrouver dans cette, tu avais le moindre idée, tu connaissais un tout petit peu ce milieu-là, la mentalité de ces gens-là et leur logique un peu. Avant ça, non, pas vraiment. Comme je te disais, moi, le milieu carcéral m'était complètement inconnu. Ouais. Oui, comme toi, j'avais vu certaines choses à la télévision, mais... Ouais. T'as l'air de me parler de personnes qui sont complètement fréquentables, en fait, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie où on éprouve une espèce de satisfaction d'avoir un rôle pour eux et de leur permettre alors il est peut-être là de se sentir bien. Il est peut-être là le piège, justement, c'est que au bout d'un moment on a l'impression que j'en viens même à me demander, mais des fois je regarde les gens, je leur dis pas, mais je les regarde, je dis mais toi qu'est-ce que tu fous là, quoi? T'as rien à faire ici. Dans le sens où... En prison. Dans le sens que je vois pas vraiment de différence avec moi ou avec mon voisin ou avec un ami que je peux fréquenter le week-end ou en soirée. Paraîtrait qu'il n'y ait pas grand-chose finalement. Le basculer tient à 3 fois rien. Ça tient à vraiment pas grand-chose. C'est la bêtise de trop, et je me mets parfois à leur place, même si moi j'ai aucun passé judiciaire. Je me dis j'aurais pu le faire aussi. Certains trucs, on est bien d'accord, on parle pour des mineurs. Hein. Mais ils sont pas si différents que nous. Et on voit que la barrière entre la normalité et rester dans les clous et franchir le pas de trop est vraiment très très mince, très très mince. Tout de suite. Alors j'ai 2 dernières questions, Bruno. Qu'est-ce que tu as appris de notre société dans cette expérience que tu vis, des gens, de la condition humaine et tout ça? Alors je vois que par le fait de la surpopulation, je le vois de tous les jours, il y a de plus en plus de détenus, de plus en plus. Moi je suis arrivé, ça fait donc 13 mois que je suis sur ce centre pénitentiaire. Ils étaient 1020, ils sont 1100. Ouais. Vous me direz 70 personnes, c'est pas beaucoup. 80 personnes de plus, c'est pas beaucoup. Mais si, c'est énorme en un an. En un an, c'est énorme. Je vois des gens revenir. Je vois certains qui sont des erreurs de parcours, qui ne reviendront pas. Qu'est-ce que ça me dit sur la société? Ça me dit que c'est pas gagné, que l'argent facile aura toujours ses élus. Je me dis que ça va être compliqué, que j'ai pas la science infuse ni la solution, mais qu'en tout cas sur la société, qu'est-ce que ça me dit sur la société? Alors moi c'est très, très peu représentatif sur la société. C'est une petite portion, hein, c'est une minuscule portion que j'ai. Ça me dit, ce que ça me dit aussi, c'est que ce sont les garçons qui font des bêtises. Je vois par exemple à la prison de Seyss, parce qu'il y a une maison d'arrêt pour femmes à la prison de Seyss aussi. Oui. Mais voilà, on parlait de 1100 détenus. Il y a 60 femmes sur 1100 détenus. D'accord. Ouais. Donc on voit souvent que c'est les garçons qui font des bêtises. Et que malheureusement, c'est comme dans la société de manière générale, c'est l'appât du gain. C'est souvent ça qui crée des problèmes. Hein. C'est la source. Tu parles de l'argent facile qui attire ces personnes-là, mais l'argent devient de plus en plus difficile aussi. Oui. Dans notre société, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ils me disent souvent, moi, je vais pas m'embêter à travailler au SMIC, alors que le SMIC, je peux le gagner dans la journée. Ouais. Et le jeu en vaut la chandelle, ils me disent aussi. C'est-à-dire que même si je me fais attraper, avec tout ce que j'aurais gagné, tout ce que j'aurais mis de côté, finalement, si je fais la balance, je serai gagnant. Ça vaut le coup de passer 2 ans en prison pour avoir 100 000 euros de côté. Voilà ce qu'ils me disent. Et malheureusement, quand ils sortent de là, ils ont en plus, le fait qu'ils soient entre eux, qu'ils soient dans une certaine promiscuité, au niveau de la réinsertion, c'est pas l'idéal. Dans le sens où ils sont trop nombreux en cellule, ils ont quoi à faire dans la journée? Regarder la télé, jouer à la console, parce qu'ils ont quand même des consoles de jeu. C'est hallucinant. Et puis discuter éventuellement. Pardon, pour les gens qui nous écoutent, c'est hallucinant par rapport à mes prisonniers ici dans le pays où je vis, en Asie. Hein. Là, ils ont, même si c'est en surpopulation, qui sont 3 par cellule alors qu'ils devraient être tout seuls, ils ont quand même un certain confort. Ils ont la télévision, ils ont un frigo, ils ont
Ils ont des soins, il y a une infirmerie psychiatrique, une infirmerie classique, entre guillemets, ils peuvent faire, même si les délais sont un peu longs, ils peuvent se faire arracher une dent, ils peuvent se faire plomber une dent, enfin, ils peuvent passer une radio. Bruno, je voudrais terminer par des questions très personnelles. Dans un couple où le mari ou le conjoint est chef, à la maison, qui c'est qui cuisine le plus souvent ? Alors, parce que c'est automatiquement toi. Alors, ma copine aime beaucoup cuisiner, mais moi j'ai beaucoup de mal à me décharger. Bon, pour un chef, c'est pas l'idée de pas savoir se décharger, hein. Mais c'est moi qui cuisine, de manière générale. Parce que je fais très attention à ce que je mange, je fais du sport, etc. Donc je préfère avoir la même mise sur le menu. D'accord. Et ma toute dernière question, si tu m'invites à dîner chez toi un soir et que tu vas me faire le plat qui te plaît le plus, dont tu es le plus... qu'est-ce que je vais manger chez toi ? Ah, c'est question piège. J'ai pas vraiment de plat mais bon, on parlait de lasagne, je te ferai des lasagnes aux légumes du soleil. D'accord. Voilà, avec des légumes éteints, aux poivrons, aux aubergines, pas végétarien obligatoirement, avec de la viande. Pourquoi pas avec de l'agneau. Avec de l'agneau. Avec de l'agneau. D'accord. C'est génial les lasagnes parce que en fait, c'est un plat qui chacun a sa propre version de... Ça peut être distillé à l'infini, à l'infini. Ouais. Super. Bruno, merci beaucoup. Avec plaisir.